Voici le célèbre casino de Monte-Carlo, l'un des plus vieux d'Europe, souvent qualifié de poumon historique et financier de Monaco. Un symbole de l'Eldorado qu'est devenue cette minuscule principauté, passée d'une des régions les plus pauvres aux plus prospères d'Europe, aire de jeu aussi pour quelques-unes des plus grosses fortunes du monde. À l'intérieur, hommage à l'histoire et à ce moment charnière des années 1860, quand le prince Charles III, au pouvoir à l'époque, prit la décision de construire un casino pour attirer les aristocrates de l'Europe sur ces rives minuscules. Le pays ici était très pauvre, il n'y avait pas de ressources, rien du tout, donc l'idée du prince était de créer ce casino avec de l'hôtellerie, avec de l'entertainment, un opéra plus tard, et tout ce qui est dans ces murs-là, pour justement donner une impulsion économique au pays, qui encore une fois n'avait quasiment pas de ressources. Lorsque le prince Régnier hérite du trône en 1949, l'économie du Rocher est déjà florissante depuis longtemps. Le casino et les hôtels génèrent des revenus colossaux, une manne financière qui avait conduit Charles III à supprimer les impôts personnels, fonciers et mobiliers pour les monégasques 80 années auparavant. Mais à l'après-guerre, Régnier, le prince bâtisseur, réalise très vite que la minuscule principauté ne peut plus compter sur les seuls revenus du casino. Le mariage avec l'actrice américaine Grace Kelly scelle donc un nouveau chapitre de l'histoire du Rocher. Opulence, frénésie immobilière et glamour riment avec évasion fiscale et blanchiment d'argent. Aujourd'hui, le panorama témoigne de l'héritage des Grimaldi, de massifs complexes immobiliers où élisent domicile les fortunes de la planète, souvent à la recherche d'un refuge fiscal. C'est un héritage, mais aussi une image que le prince Albert, au pouvoir ces 6 dernières années, aimerait changer. Lorsque la crise financière mondiale a pointé du doigt les paradis fiscaux, il a juré de remettre de l'ordre et signer des accords avec l'OCDE, appelant à plus de transparence. Mais tout cela a-t-il vraiment fonctionné? Roger Louis Bianchini est journaliste à Nice et auteur de 8 livres, dont un ouvrage sur la principauté. Pour lui, 3 piliers permettent d'expliquer la prospérité de Monaco et sa survie. Il ne faut pas oublier que la prospérité monégasque a démarré véritablement avec le mariage de Prince Régnier et de Grace Kelly. Donc. Et là, avec Albert et la nageuse sud-africaine, eh bien, on repart là, aussi là, pour un grand coup de projecteur d'actualité sur Monaco qui va relancer en quelque sorte le prestige de Monaco qui était un peu tombé à un niveau assez bas. Et donc ça, c'est le premier pilier. Le second, c'est ce que j'appelle le label sécurité. C'est-à-dire qu'à Monaco est un état policier, 70 policiers, un policier pour 70 habitants, ce qui est un record du monde absolu. Donc les gens se sentent en sécurité à Monaco, c'est le deuxième pilier. Et le troisième, c'est le régime fiscal qui permet justement d'échapper à l'impôt et qui aussi favorise l'évasion fiscale venant d'autres pays. La sécurité donc et aucun impôt sur le revenu, de quoi attirer les fortunes étrangères qui représentent 80% des 35 000 habitants du Rocher. Deuxième plus petit État indépendant au monde, Monaco compte plus de millionnaires par habitant que n'importe quelle autre nation, 200 pour être exact, et près de 50 milliardaires. Pas étonnant que le prix moyen de l'immobilier avoisine les 45 000 € le mètre carré. Michael Pigram s'est installé ici il y a 10 ans après avoir soldé ses actifs dans l'industrie pharmaceutique. Après 5 années de résidence, il est désormais admissible à l'exemption fiscale. Il reconnaît que sa principale motivation a été l'impôt, mais pas seulement. Revenons aux années Thatcher. Des études menées à l'époque ont montré que tout citoyen britannique bénéficiaire de revenus autres que ceux du travail était redevable de 98% d'impôts. Cela signifiait que toute personne fortunée préférait émigrer. Il n'y aura jamais eu autant de consultants fiscaux dont le rôle était de trouver les ficelles pour vous permettre d'échapper à l'impôt. Aux États-Unis, la solution a été d'abaisser les impôts à un niveau que je considère comme raisonnable, moins de 40% si mes souvenirs sont bons. Les gens étaient donc satisfaits et ne voyaient aucune raison de partir. Ils sont restés dans leur pays et ont accepté de payer des impôts. En fin de compte, cela dépend de la situation personnelle de chacun au regard de l'impôt. Dans ma situation, et vu mes revenus personnels, il était plus que bénéfique de venir m'installer à Monaco. Pigram semble honnête sur sa situation personnelle. Il affirme n'avoir jamais triché et explique qu'il continue de s'acquitter d'impôts fonciers au Royaume-Uni.
Mais au regard de la crise mondiale qui a vu de plus en plus de pays de l'Union européenne mettre en place des mesures d'austérité avec à la clé une réduction des dépenses publiques et une augmentation des impôts, Monaco, comme d'autres paradis fiscaux à travers l'Europe, semble totalement déconnecté avec la réalité. Michel Dotta est monégasque, il dirige une agence immobilière, c'est également lui qui est à la tête de la Chambre de commerce de Monaco. Il explique que la collaboration avec l'OCDE en matière d'évasion fiscale n'a pas été de tout repos. Le système bancaire monégasque est contrôlé à 100% par la Banque de France. Le gouverneur de la Banque de France des Alpes-Maritimes est en principe au thé de Monaco 2 fois par an. Donc nous sommes entièrement 100% sous le contrôle de la Banque de France. Et je crois, d'après ce que je sais, que la Banque de France, en matière de surveillance de blanchiment d'argent, est certainement l'une des banques les plus performantes du monde. Les banquiers appellent ça le phishing. Le phishing, c'est la pêche aux renseignements concernant l'origine de l'argent et les flux d'argent. Et ce phishing est un sport soumis, très aléatoire, aux résultats très aléatoires, parce que justement, les gens qui trafiquent cet argent savent mettre des écrans, notamment grâce aux paradis fiscaux. Donc les banquiers monégasques ont reçu l'ordre de ne pas accepter de fonds dont l'origine ne serait pas déterminée. Mais c'est très difficile de savoir l'origine de l'argent. Et puis ce qu'il faut dire aussi, ça c'est une évidence, je le répète toujours ça, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Volonté politique insuffisante aussi bien de la part des États-Unis que de l'Union européenne, mais aussi sur le Rocher. C'est en tout cas le sentiment qu'expriment certains des résidents. Eux ne sont pas millionnaires ni même monégasques, mais ils vivent ici depuis des générations. Des gens comme Sylvie Ciantelli qui affirment vivre un véritable cauchemar en matière de logement. En fait, la famille de mon mari, elle est là depuis 1856. Et tous les ancêtres, même mon mari, tout le monde est né à Monaco depuis. Mais bon, même en étant né tout le temps à Monaco, en fait, il a gardé la nationalité française, mais il est protégé par cette loi d'enfant du pays. C'est-à-dire qu'on a des loyers dans des immeubles. En fait, on peut être logé dans des immeubles anciens qui ont été construits avant 1947, dans des loyers qui sont modérés. Mon appartement, c'est au dernier étage. Sylvie, son mari et ses 3 filles sont encerclés par des chantiers de construction. Ils vivent dans un immeuble du début du XXe siècle, condamné avec 6 autres à la démolition. Leur famille est la seule à vivre encore à l'intérieur de ce bâtiment. Partir ne fait pas partie de leur plan. C'est ce bruit toute la journée, quoi. J'ai ma fille qui prépare son bac et on est obligé de vivre avec les fenêtres fermées, avec la chaleur. En janvier dernier, les autorités leur ont notifié le non-renouvellement de leur bail à la fin du mois d'août. Trouver une solution de substitution fait figure de parcours du combattant. La seule possibilité qui s'offre à eux, racheter l'appartement estimé à plus de 2,6 millions d'euros, sachant que leur revenu mensuel n'est que d'environ 4 000 euros. On a l'impression qu'en fait, on ne fait plus grand-chose pour les enfants du pays. Au niveau des logements, il n'y a plus de logements. Tous les anciens immeubles, comme vous pouvez voir, ils vont être détruits. Petit à petit, ils sont détruits pour remplacer par du nouveau. Et comme on est censé être relogé dans des appartements anciens, petit à petit, les appartements ils disparaissent. Et je ne sais pas si le prince Albert, il s'en rend compte. Lorsqu'il hérita du trône, le prince Albert avait promis de placer la moralité, l'honnêteté et l'éthique au cœur des activités de Monaco. Un défi qui, dans le contexte actuel, relève toujours de l'exploit.